Salut tout le monde et bienvenue dans notre grand décryptage. Aujourd'hui, je suis ravie de me plonger avec toi dans une analyse qui, franchement, donne un peu le vertige. Salut, ouais, je suis ravi d'être là. Et vertigineux, c'est vraiment le bon mot pour ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, pour bien poser le décor de cette discussion, j'aimerais qu'on imagine un peu la scène. On est en ce moment même, en avril 2026. Et imaginons une personne de 28 ans qui vient tout juste de soutenir une thèse de doctorat brillante, en droit par exemple. Ouais, donc on parle du parcours classique, super élitiste, mais complètement éreintant. C'est ça. On parle d'un bac plus 8, voire un bac plus 9 si on compte un postdoc. C'est en gros une décennie entière d'études acharnées après le lycée. Et financièrement parlant, c'est lourd. Très lourd, souvent des dizaines de milliers d'euros de dettes, sans parler du temps personnel sacrifié, qui est absolument colossal. Mais voilà, le lendemain matin de cette fameuse soutenance, cette même personne s'assoit devant son ordinateur avec son café. Ouais. Elle ouvre un modèle d'intelligence artificielle de pointe, on va dire GPT-4o, Claude ou Gemini, et elle étape la question centrale de sa thèse, la fameuse problématique que son directeur de recherche jugeait super complexe et novatrice. Le truc sur lequel elle a bossé pendant des années, quoi. Exactement. Et là, sous ses yeux, en 4 secondes chrono, la machine génère une réponse. Une réponse structurée, sourcée et d'une qualité totalement équivalente au travail qui lui a pris une bonne partie de sa vingtaine. Ah, c'est d'une brutalité folle quand on y pense. C'est une image hyper forte, parce qu'elle vient percuter directement le socle même de notre méritocratie intellectuelle, en fait. Complètement. Ce jeune docteur, là, devant son écran, il vient de comprendre une chose terrifiante. Le marché de l'emploi n'a peut-être plus du tout besoin d'un disque dur humain. Ce savoir, pour lequel il a littéralement sacrifié sa jeunesse, il est soudainement disponible pour quelques centimes. Et c'est très exactement le cœur de notre mission d'aujourd'hui. Face à des IA qui maîtrisent un savoir encyclopédique, quelle est la valeur réelle d'un diplôme universitaire à rallonge aujourd'hui? C'est la grande question. Du coup, pour démêler tout ça, on a épluché une vaste enquête publiée par Blox News qui est vraiment fascinante. Ils ont croisé plein de sources différentes, des données de la Harvard Business School, les rapports très froids de la Federal Reserve Bank de Dallas et les statistiques officielles du ministère de l'Enseignement supérieur ici en France. Ouais, c'est un travail de synthèse assez massif qu'ils ont fait là. Et notre but aujourd'hui, c'est pas de faire du catastrophisme, c'est vraiment d'identifier avec une précision chirurgicale quel type de savoir reste véritablement irremplaçable chez l'humain. Et le point de bascule, il est très clair quand on lit tous ces documents. Il y a encore 5 ans, genre au début des années 2020, le grand débat, c'était de savoir si l'IA allait un jour égaler le savoir complexe. Le fameux « est-ce qu'elle va nous remplacer un jour ?» Voilà, les données qu'on a sous les yeux aujourd'hui, elles clôturent ce débat une bonne fois pour toutes. La question, c'est plus du tout de savoir si, mais plutôt de cartographier quelles zones de notre intellect survivent et quelles zones sont déjà complètement sous l'eau. Avant de chercher ce qui flotte encore, je pense qu'il faut mesurer l'ampleur du raz-de-marée. Les sources de l'enquête documentent des exploits académiques de la machine qui feraient pâlir n'importe quel majeur de promo. Ah, les chiffres sont impressionnants, c'est clair. Dès 2024, les premières études majeures montraient que GPT-4 ne se contentait pas de passer l'examen du barreau américain, par exemple. Il l'écrasait carrément. Ouais, il était dans les meilleurs, non? C'est ça. Il s'est classé dans le top 10%, donc le 90e percentile, et ça inclut les épreuves rédactionnelles ouvertes. En médecine, la dynamique, elle est identique. 86% de réussite à l'examen de licence américaine, le fameux USMLE, ça surpasse allègrement la moyenne des vrais étudiants en médecine. C'est fou. Et si on va vers les sciences dures, l'Université de Floride a testé l'IA sur 9 examens de doctorat en biosciences. Elle a battu la moyenne des doctorants dans 7 d'entre eux. C'est comme si l'IA avait avalé la plus grande bibliothèque du monde et recraché les manuels à la perfection, tu vois. Et ces scores, ils frappent vraiment notre imaginaire parce qu'ils touchent à des professions qu'on a toujours considérées comme le sommet de l'exigence intellectuelle. Le médecin, l'avocat, le chercheur, des métiers de prestige, quoi. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, les données nous obligent à nuancer un peu ce tableau parfait. Attention, tous ces chiffres hyper spectaculaires, il faut les relativiser. Ah bon? Comment ça? Une étude du MIT de 2024, qui est très souvent ignorée d'ailleurs, montre qu'en conditions réelles de pratique juridique, le score de GPT-4 chute pas mal. On n'est plus dans le cadre aseptisé d'un QCM ou d'une dissertation standardisée. Et là, la machine peine à dépasser le 70e percentile. Ah ouais, donc on redescend d'un cran.
Exactement. Et en plus, il y a toujours ce gros problème des hallucinations, où l'algorithme invente, mais avec un aplomb terrifiant, des jurisprudences ou des protocoles médicaux qui n'ont jamais existé. Donc il y a quand même un sacré gouffre entre réussir un examen sur papier et exercer un vrai métier dans le monde réel. Et franchement, ce gouffre, c'est la clé de lecture de toute l'enquête qu'on analyse. Les économistes de la Dallas Fed l'ont théorisé autour d'un concept très précis. Ce que l'IA arrive à répliquer avec une telle aisance, c'est pas du tout l'intelligence globale. C'est uniquement ce qu'ils appellent le savoir codifié. Le savoir codifié, c'est-à-dire tout ce qui a pu être mis sur papier et numérisé en gros. C'est exactement l'essence du concept. Le savoir codifié, c'est tout cet ensemble de connaissances qui sont structurées, documentées, régies par des règles claires, des choses qu'on peut transmettre par le langage ou par les mathématiques. Donc les codes civils, les manuels d'anatomie. Voilà, les formules chimiques, les méthodes de gestion de projet, tout ça. Et le vrai problème de fond, c'est que notre système universitaire tout entier a été bâti, depuis des siècles, pour évaluer la capacité d'un cerveau humain à faire ça, à stocker, organiser et restituer ce savoir codifié. Et forcément, on ne peut pas lutter contre un disque dur géant. Exact. L'IA, elle est imbattable sur ce terrain parce que son architecture fondamentale, les réseaux de neurones profonds, c'est mathématiquement conçu pour ingérer des téraoctets de texte et en prédire la structure. La machine, elle ne comprend pas le droit pénal, pas du tout. Elle modélise juste statistiquement comment les mots du droit pénal s'agencent entre eux. D'accord, je vois. Mais du coup, si l'université produit massivement du savoir codifié et que la machine produit ce même savoir pour un coût qui est proche de zéro, le choc frontal sur le marché du travail devient inévitable. C'est mathématique. Et c'est très exactement ce que montrent les chiffres de la Harvard Business School. Depuis novembre 2022, ils ont observé une chute nette de 13% des offres d'emploi concernant des tâches répétitives et structurées, le genre de tâches qu'on confie traditionnellement aux jeunes diplômés qui sortent de l'école. Les fameux jobs de junior. Oui, les jobs d'entrée. Et la Dallas Fed, elle corrobore tout ça avec une baisse de 13% de l'emploi pour les 22 à 25 ans dans les secteurs très exposés à l'automatisation. L'exemple le plus brutal, c'est Wall Street. Le secteur financier s'apprête à supprimer 200 000 postes de juniors et de back-office. 200 000. C'est vertigineux. Et les conséquences structurelles de ça, on les voit déjà en France. Le ministère de l'Enseignement supérieur, il documente une baisse de 11% du nombre de doctorants sur les 10 dernières années. Ah ouais? Les jeunes ne veulent plus faire de thèse? C'est de plus en plus compliqué. Et en parallèle, la proportion de jeunes diplômés qui trouvent que leur recherche d'emploi est devenue super difficile, elle a grimpé en flèche. En gros, le marché refuse tout simplement d'acheter un savoir qu'il juge obsolète ou, disons, surabondant. Mais là, il y a un truc que je trouve hyper paradoxal dans les sources. Au milieu de cette espèce d'hécatombe pour les postes de juniors, on a une autre dynamique. Pendant que les banques coupent les postes, la demande globale pour des rôles analytiques et créatifs a bondi de 20%. Ouais, il y a une vraie bifurcation. Et regarde les ingénieurs, ils ont un taux de chômage quasi nul. Et le plus troublant pour moi, ça vient des grands cabinets de conseil en stratégie. McKinsey, loin de fermer ses portes aux jeunes, recrute 12% de jeunes diplômés en plus en 2026. C'est le nœud du problème économique qu'on vit en ce moment. On n'assiste pas du tout à la disparition du travail intellectuel, on assiste à sa recomposition brutale. Ouais, mais cette recomposition, elle pose un énorme problème de mécanique de base, non? Si Wall Street et McKinsey suppriment les postes de juniors, tu sais, ceux qui passaient 3 ans à faire des PowerPoint, compiler des rapports, formater des données, comment on fait pour former un expert senior? Ah, l'échelle sans barreaux. C'est ça. Dans l'ancien modèle, faire ces tâches un peu ingrates, ça permettait aux jeunes d'absorber la culture d'entreprise, de comprendre les rouages du métier. Si on retire les premiers barreaux de l'échelle, comment les nouveaux arrivants sont censés atteindre le sommet par magie? C'est une excellente question et la réponse, elle se trouve dans la mutation même du rôle de junior. Ces entreprises comme McKinsey ou PwC, elles ne cherchent plus du tout des encyclopédies humaines capables de rédiger le premier jet d'un rapport. L'IA le fait très bien toute seule. Exactement. Ce qu'elles cherchent, ce sont des profils capables d'évaluer et de diriger la machine. Le premier barreau de l'échelle, c'est plus la production de contenu brut. C'est devenu l'édition et le management d'agents IA. Donc le junior devient directement un manager d'algorithmes, dès le premier jour. Voilà. Le junior aujourd'hui, il doit avoir ce regard critique et cette vision stratégique qui, avant, n'était exigée qu'au bout de 5 ans de carrière au moins.
Il ne passe plus ses nuits à chercher une jurisprudence planquée dans des archives. Il demande à l'IA de lui en trouver 10 et il utilise son jugement pour déterminer laquelle sera la plus percutante face à un juge en chair et en os. Et du coup, ça explique cette fameuse prime salariale hallucinante qui est mentionnée dans l'étude de la Harvard Business School. Il parle de plus 56% de rémunération pour les professionnels qui ont des compétences hybrides. 56%, c'est énorme. Ouais, c'est massif. C'est le mélange entre l'expertise pure de leur métier et une maîtrise vraiment avancée de l'IA. Si on suit cette logique, les ingénieurs tirent leur épingle du jeu parce que leur formation, elle, a toujours été très axée sur l'application pratique, la résolution de problèmes, bien plus que sur la simple récitation théorique. Tout à fait. Et ça met en lumière ce qui résiste vraiment à la machine. Si ce diplômé hybride est autant recherché, c'est parce qu'il maîtrise des domaines où l'algorithme est fondamentalement aveugle. Les fameuses forteresses inviolables de l'humain. Exactement. L'enquête en identifie 4 principales. La première, c'est un peu le miroir inversé du savoir codifié. C'est ce qu'on appelle le savoir tacite. Alors, le savoir tacite, j'avoue que c'est souvent un peu abstrait à définir, parce que par nature, ça ne s'écrit pas dans un manuel. Mais j'ai eu une analogie culinaire super parlante là-dessus dans les documents. Vas-y, je t'écoute. En gros, le savoir codifié, c'est lire la recette pour faire du pain. L'IA, elle connaît les proportions exactes au gramme près. La farine, l'eau, le sel, la levure. Elle te sort ça en 1 milliseconde. La recette parfaite. Ouais. Mais le savoir tacite, c'est le boulanger qui plonge ses mains dans le pétrin et qui sent juste sous ses doigts que la pâte résiste différemment. Il sent qu'elle est un peu trop collante aujourd'hui, juste parce que l'air est lourd et qu'il y a de l'orage qui se prépare dehors. Et du coup, il rajoute une poignée de farine presque par instinct, sans même y réfléchir consciemment. C'est génial comme image. N'est-ce pas? L'IA, elle est la recette, mais elle n'a pas les mains. Elle ne peut pas capter ces micro-variables du monde physique qui ne sont documentées nulle part. Et la mécanique derrière cette limite de l'IA, elle est super importante à comprendre. Les capteurs d'un grand modèle de langage, ils s'arrêtent à la frontière de l'écran, du texte de l'image. Le monde réel, lui, il est chaotique. Il est multisensoriel. Il est rempli de petites données invisibles. Dans le monde médical d'ailleurs, l'enquête donne un bon exemple de ça aussi. Ouais, le savoir tacite du médecin urgentiste. Imagine, tous les moniteurs vitaux de la chambre d'hôpital affichent des constantes normales. L'IA regarde les chiffres, elle dit « tout va bien, le patient est stable ». Logique. Mais le médecin humain, avec ses 20 ans de carrière aux urgences, il rentre dans la chambre, il voit la légère crispation sur le visage du patient, son regard qui fuit un peu, la façon un peu saccadée dont il respire, et là, il ressent viscéralement une incohérence clinique. Il sent que quelque chose cloche, même si les chiffres disent l'inverse. C'est ça. Il sait qu'un infarctus atypique se prépare. Cette angoisse totalement muette, cet instinct, l'algorithme ne peut ni la lire, ni la modéliser. Ce qui nous amène tout droit au deuxième pilier inébranlable du savoir humain que l'enquête identifie, le jugement dans ce qu'ils appellent l'incertitude radicale. C'est crucial, ça. Bah oui, parce qu'on a dit que l'IA était une experte du passé, vu qu'elle est entraînée sur des corpus de données qui existent déjà. Mais que se passe-t-il quand on fait face à l'inédit total? Quand il n'y a pas de manuel sur lequel s'appuyer. Exactement. Lors d'une crise financière d'un genre complètement nouveau ou face à l'apparition d'un virus inconnu, l'IA a horreur du vide. Quand elle ne sait pas, on l'a vu, elle hallucine. Elle invente une logique de toute pièce pour boucher le trou. C'est là que le cerveau humain, qui est capable d'extrapoler, d'assumer le doute et d'avancer à tâtons, reprend ses droits. Et c'est à ce moment précis que la machine s'effondre et que l'expertise humaine brille. Et d'ailleurs, ça s'articule super bien avec le troisième pilier qui relève plus de l'organisation de notre société, on va dire. C'est l'éthique, la gestion relationnelle et la responsabilité légale. Ouais, le fameux concept d'avoir de la peau dans le jeu, quoi. Un grand modèle de langage génère du texte super convaincant, certes, mais il ne prend absolument aucun risque personnel. S'il pond un conseil juridique désastreux qui met une entreprise en faillite, on ne peut pas radier un algorithme du barreau. Si le patient en meurt, la machine ne va pas aller en prison pour homicide involontaire. L'avocat et le médecin humain, eux, ils engagent leur liberté, leur réputation, leur patrimoine à chaque décision. Donc le marché continuera de payer très cher pour des humains, tout simplement parce que la société a besoin de responsables humains à poursuivre en justice quand ça tourne mal. C'est très pragmatique, mais oui, la responsabilité fiduciaire, c'est un rempart juridique massif pour l'emploi. Et le quatrième domaine alors? Le quatrième domaine réservé à l'humain, selon l'étude, c'est la créativité de rupture. Faut voir qu'une IA, elle excelle pour optimiser et recombiner des concepts qui existent déjà. Mais l'humain, lui, il possède la capacité de remettre en question les prémices même d'un problème.
De casser les codes, quoi. Voilà. Les plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire, elles se sont construites en contredisant totalement la littérature qui les précédait. Et c'est marrant parce que les statistiques de notre enquête, par discipline, elles sont super révélatrices là-dessus. La demande explose pour les diplômés en philosophie et en éthique. Mais c'est fascinant, ça. Les entreprises embauchent des philosophes. En 2026, parce que le vrai défi, ce n'est plus d'obtenir la réponse technique, c'est de savoir quelles questions poser à la machine. Il y a une citation du Boston Consulting Group. Dans l'enquête, elle est chirurgicale. Ils disent « L'IA résout les problèmes connus, l'humain pose les bonnes questions ». Ça résume tout. L'enjeu intellectuel, il s'est complètement déplacé. Si la machine peut générer des milliers d'idées à la minute, la compétence rare, c'est devenu le triage. C'est l'évaluation critique et surtout la capacité d'orienter cette énorme puissance de calcul vers des objectifs qui ont du sens, que ce soit pour l'entreprise ou pour la société. Sauf que, si on admet que tout ça est vrai, on fait face à un problème systémique vertigineux. Donc, tout notre appareil éducatif, depuis l'école primaire jusqu'à l'école doctorale, il a été calibré sur l'ancien monde. Ah ben le système éducatif, il est en première ligne là. C'est clair. Le modèle traditionnel qui te dit « assieds-toi dans un amphi, écoute un prof parler pendant 9 ans, passe tes examens à livre fermé où la mémoire est reine et rédige une thèse de 500 pages pour faire une synthèse », ce modèle, il est juste en train de s'écrouler sous nos yeux. Du coup, comment les universités réagissent face à ça? Les sources montrent une mutation qui est hyper contrainte et franchement très douloureuse pour le secteur éducatif. Ce qui émerge super vite, ce sont les cursus hybrides. Aujourd'hui, on n'apprend plus le droit constitutionnel sans apprendre en même temps à utiliser des agents conversationnels juridiques pour faire ses recherches. L'outil devient inséparable de la matière, en fait. Exactement. Le rapport met aussi en lumière l'explosion de ce qu'ils appellent les micro-certifications, des trucs très ciblés, très courts, calqués sur le modèle de Stanford ou des plateformes comme Coursera. L'idée, c'est de ne plus évaluer un gros stock de connaissances accumulées, mais plutôt l'agilité, la capacité d'adaptation en temps réel d'un étudiant face à l'incertitude. Ouais, alors là-dessus, j'ai quand même une objection majeure. Et je pense que c'est l'enjeu intellectuel le plus lourd de notre décryptage. Si on déconstruit les études longues, si on remplace ces thèses monumentales, qui sont dures, qui sont parfois ingrates, par des espèces de micro-certifications utilitaristes validées en 3 semaines sur Internet, est-ce qu'on ne sacrifie pas la formation même de l'esprit critique? C'est un vrai risque, oui. Parce que le but d'un doctorat, ça n'a jamais été de produire une bête somme de données économiquement rentable le jour de la soutenance. La vraie valeur, c'est le cheminement. C'est l'expérience de la frustration, tu vois. C'est le fait de se retrouver coincé dans une impasse intellectuelle pendant 6 mois, de douter, de tout effacer, de recommencer, et d'apprendre à structurer une pensée complexe face à un jury qui t'attaque. La fameuse résilience intellectuelle. Voilà, si on enlève toute la friction de l'apprentissage juste parce que l'IA peut te pondre le résultat fini instantanément, est-ce qu'on ne va pas créer une génération de super techniciens, brillants pour prompter la machine, mais totalement dépourvus de profondeur historique ou philosophique? Ton objection, elle est super juste. Et rassure-toi, ce n'est pas qu'une réflexion théorique de ta part. C'est d'ailleurs la conclusion d'alerte principale des chercheurs de l'enquête Block News. Le temps long possède une valeur formative qu'on ne peut pas réduire. Se battre avec des concepts complexes pendant 8 ou 9 ans, c'est ça qui forge une architecture mentale unique. Ça crée cette tolérance vitale à l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui te permet de ne pas paniquer quand l'IA hallucine ou quand les règles changent? C'est ça. Ça te donne la robustesse nécessaire pour défendre une vision nuancée. C'est justement cette architecture mentale qui permet aux jeunes juniors hybrides d'avoir la fameuse vision stratégique pour manager l'IA. C'est le grand paradoxe dramatique de notre époque en fait. L'outil qui rend le savoir codifié obsolète, il exige pour être bien maîtrisé cette même profondeur d'esprit que seules des études longues permettaient de construire. Sauf que le luxe de pouvoir prendre ce temps long, de s'adapter et d'avoir accès aux bons outils algorithmiques payants, ça crée sous nos yeux une fracture sociale et géographique béante. Les données du Fonds monétaire international qui sont jointes au dossier sont brutales. Les chiffres du FMI, ils font froid dans le dos. L'exposition en bouleversement de l'IA, elle frappe 34% des emplois dans les pays à haut revenu, contre seulement 11% dans les pays en développement. Et même chez nous, au niveau national, la fracture est hyper marquée. C'est une fracture de classe, clairement. Bah oui, prends un étudiant d'une grande métropole dans une école d'élite. Lui, il va utiliser les abonnements payants aux modèles d'IA les plus puissants pour décupler sa réflexion et devenir ce fameux stratège hybride.
Pendant ce temps, un étudiant d'un territoire périphérique, dans une filière sous-financée, on va continuer à lui enseigner de la mémorisation classique. Son savoir codifié, quoi. Son savoir codifié qui sera dévalué à zéro sur le marché de l'emploi le jour de sa sortie, sans qu'on lui ait donné une seule fois les moyens de développer son propre jugement de rupture ou son savoir tacite. C'est le grand risque de marginalisation actuel. La technologie, elle ne détruit pas le diplôme de façon uniforme. Elle agit comme un filtre complètement impitoyable. Ceux qui restent cantonnés à la mémorisation et à l'exécution de tâches structurées, ils sont relégués, peu importe s'ils ont passé 5 ou 8 ans sur les bancs de la fac. À l'inverse, ceux qui ont pu cultiver ce fameux savoir tacite et s'approprier les algos, leur valeur, elle explose. Donc en gros, ce qu'il faut vraiment retenir de cette énorme montagne de données, c'est que la définition même du mot compétence a muté. Empiler 9 années de cours magistraux juste pour devenir un espèce de gestionnaire de base de données, c'est un suicide professionnel aujourd'hui. C'est clair. Mais par contre, si ces 9 années forgent chez toi un instinct viscéral pour ton domaine, une vraie capacité à naviguer à vue dans l'inconnu et une maîtrise pour diriger des armées d'agents IA, alors là, ce diplôme, il n'a jamais eu autant de valeur. Ça devient l'actif le plus précieux du capitalisme moderne. Et les implications de ce constat, pour quiconque nous écoute aujourd'hui, ça dépasse très largement les bancs de la fac. Qu'on soit un dirigeant qui prépare la restructuration de sa boîte ou un pro qui se pose des questions sur l'avenir de sa carrière, on doit tous faire un gros exercice d'introspection. Se regarder dans le miroir pro, en quelque sorte? Ouais. Il faut passer au crible ses propres tâches quotidiennes et se demander honnêtement, dans tout ce que je fais de ma journée, qu'est-ce qui relève de la simple application de règles documentées et qu'est-ce qui dépend vraiment de mon expérience humaine, de mon instinct de survie professionnel, de ma capacité à prendre un risque dont une machine ne voudra jamais. C'est ce tri-là qui va séparer ceux qui donneront les ordres à la machine de ceux qui seront remplacés par elle, en fait. Et pour clore ce dossier, les sources qu'on a étudiées nous poussent vers une dernière perspective, qui est limite philosophique, sur l'avenir de l'évaluation humaine. Ah, la question des examens du futur. Oui. Imagine si demain, le monde universitaire prend vraiment acte de tout ce qu'on vient de dire. S'il arrête définitivement de noter la mémorisation pour évaluer uniquement notre fameux jugement dans l'incertitude radicale, à quoi il va ressembler le diplôme de demain? Alors là, ce qui est sûr, c'est que ça ressemblera plus du tout à une dissertation grattée en 4 heures dans le silence d'un gymnase universitaire, hein. C'est clair. On peut imaginer que l'examen final en 2030, ça consistera à plonger l'étudiant dans une simulation de crise totalement chaotique, un scénario 100% inédit avec des informations qui se contredisent sans arrêt, des dilemmes moraux impossibles à trancher. Et le tout généré en temps réel par une IA. Oui, une IA dont le seul et unique but algorithmique serait de trouver la petite faille dans la psychologie de l'étudiant pour le faire craquer et échouer. Et si on repense à notre jeune docteur en droit de 28 ans du tout début de notre décryptage, s'il a vraiment usé ses nerfs et forgé son esprit critique dans la douleur pendant 8 ans, l'IA aura beau pondre le texte de sa thèse théorique en 4 secondes. Quand la tempête simulée va frapper, c'est pas l'IA qui tiendra la barre. Exactement. Quand les règles disparaîtront et que le manuel ne servira plus à rien, c'est lui, le cerveau humain, qui restera le seul capitaine légitime à bord. Sur ce, merci d'avoir suivi ce grand décryptage avec nous. Prenez le temps de réfléchir à votre propre savoir tacite et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur des bouleversements de notre monde.